Voilà, on était parti du principe qu'on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Donc il convenait déjà de faire un état des lieux. Voilà. Donc de prendre conscience des zones humides que nous avons chez nous, d'en informer les propriétaires, les élus, le grand public, et de sensibiliser à leur intérêt. Ouais. Ah ouais, là, les bécassines qu'il aurait pu y avoir dans cette joncée là, elles sont parties de la zone, c'est sûr. C'est complètement gelé à 100% là. Oui, oui. Et on va avoir des nids juste en face, là je vais vous dire. Et en fait, cette prairie, heureusement que je l'ai là, elle me rend bien service, moi. Tu vois, elle est très verte là. Tu vas voir Coco, on va faire des images superbes. Moi, je trouve qu'on a vraiment du spectacle. On a 3 races de hérons qui se reproduisent sous les yeux, là, au même moment. Ça vaut quand même le voyage, ça. Et de ce point de vue, les zones humides sont irremplaçables. Le jour où on assèche ça, ces oiseaux disparaissent, c'est certain. C'est certain, ils ont besoin de ces milieux-là. Je ne connais pas bien le coin ici, mais quand on aura fini de tourner, en y ayant passé 8 ou 10 jours, on va avoir vu ici ces hérons que j'ai fait, les hérons garde-bœufs, avec la toilette nuptiale. Là, c'est vraiment magnifique avec ces taches d'un beige clair, d'un beige orangé. Là, j'en ai un autre qui est très joli. Et j'ai une branche devant qui me gêne pour faire la mise au point. À côté, on a les hérons bioraux qui sont gris, un gris clair et un gris sombre. Et puis, tout à fait en haut, il y a les hérons cendrés. C'est une sorte de château fort où les bêtes se sentent bien. Parce qu'elles sont plus distantes des hommes, on ne peut pas y passer avec les grosses machines, on traite moins. Ces lieux-là sont relativement protégés, c'est pour ça qu'on a toute cette vie-là. À l'origine, c'était une prairie naturelle, qui était un petit peu inondable. Et j'ai décidé de faire qu'un champ, quoi, et la folie des grandeurs un petit peu. Et après, bon, la réalité m'a vite rattrapé, c'est que même en cultivant, c'était toujours trop humide, même drainé. Tu vois, le deuxième triangle est drainé. Ouais. Le vert plus clair, quoi. Et donc, j'ai décidé de re-ensemencer en herbe. Et depuis, j'en suis très content qu'elle a été semée l'année dernière. Et cette année, cette prairie m'a sauvé pour le troupeau de génisses, parce que tu vois, il est resté pratiquement vert tout le temps, alors qu'il n'a jamais plu, quoi. Voilà. D'accord. Du coup, tu es quand même plutôt content finalement d'avoir mis en prairie. Ah oui, surtout que même si j'ai trop de foin, à la limite, je peux vendre du foin, comme ça a un très bon rapport, que faire du blé à 130 centimes le kilo cette année, quoi. C'est le meilleur rapport que peut donner ces champs. Ici, j'ai ramassé 110 bottes à peu près, ou des grosses bottes. Hein. D'accord. Ah oui, c'était énorme le foin qu'il y avait. Et elle pâture en permanence depuis juin, donc ça va faire presque 4 mois. Et il y a 3 variétés de trèfle, une de lotier et 2 variétés, une fétuque et un dactyle. Il faudrait mettre de la minette, il faudrait mettre même du brome, il faudrait complémenter encore un petit peu. Voilà. La minette et le brome, on les trouve dans ces prairies, les vieilles prairies. Oui, ces vieilles espèces qui se trouvent dans les prairies naturelles ne reviennent pas comme ça. Il s'y mettra plutôt des mauvaises graines dedans que la qualité des herbes qu'il y a dans les prairies permanentes. Ça, c'est dommage. Donc ce qui est détruit est très difficilement reproduisible, quoi. La prairie artificielle, elle est un petit peu plus abondante, hein, parce que ce sont des herbes modernes. Mais par contre, il manque de l'appétence par rapport à la prairie permanente. Il y a des herbes très fines, dont elles se jettent dessus quand tu dis, mais ces vaches, elles sont heureuses. Là, c'est moins appétant, c'est curieux. Question rapport, elle rapporte un peu plus. Maintenant, bon, elle est toute neuve, on verra plus tard, quoi. Alors bon, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. Les deux se complémentent bien, voilà. Tu vois, ils ont fait ces méandres pour que la rivière inonde. Oui. Voilà, du coup, c'est bien humide, quoi, ce point-là, avec les touffes de jonc, là.
Ici, tu marras, il y a plein de liserons. Ça, elles adorent ce liseron, Ouais, les le vaches, tu liseron, vois. Voilà. J'aime bien les terres comme ça, assez riches, quoi, en fait. La potentine, puis du potentine, frêne aussi qui vient dans les Voilà. olives. Ça, les vaches adorent ça, le frêne. Le frêne, ouais. Voilà. Après, il ne faut pas le laisser pousser trop haut non plus parce que Elle le mange plus. il devient très dur. Hein. Bah, nous, on a compté ça avec le concours Prairies Fleuries, par exemple. Il y a une 50aine d'espèces dans ces prairies. Le plantain lancé au lait, il est intéressant pour les vaches parce qu'il y a du tanin dedans et le tanin, c'est intéressant pour la digestion des vaches. Après, comme tu disais tout à l'heure, là, on retrouve le lotier qui est là en spontané dans ces prairies, comme elle est permanente. Il y a du trèfle aussi qui est là tout seul. Là, il y a du gaillet. Ouais, il y a un petit gaillet jaune. On l'a vu un peu en fleurs tout à l'heure. Encore, il y a plein de lotiers là. Il y a pas mal de lotiers, ouais. Voilà. Le pissenlit, on voit bien la feuille. Est-ce qu'on a d'autres choses? Le chien dent. C'est pas facile ça. C'est peut-être du dactyle, non? Un genre de dactyle, oui. Ouais. Là, il n'y a pas de trou, quoi. Là, il n'y a pas de trou, là, non. Celle que tu as déjà semée. Ah oui, ce genre de prairie, là, si tu veux la refaire, après, c'est fini, quoi. Tu n'auras plus cette densité, quoi. C'est ça. Ouais. Je déconseille aux gens, ceux qui en ont, de vouloir les transformer, quoi. Au moins quand elles sont aussi denses. Fournies, voilà. Et voilà. Et puis il y a ces fameuses Jacinthe romaine. Jacinthe romaine. Voilà, qu'on ne va pas voir là parce qu'elles sortent au printemps. Voilà. Ils sont très jolis à voir, très belles à voir et que tu adores. Hein. Tout à fait. Voilà. On est là, on est sur ce pont, donc on monte. Et à droite. Le maïs, celui-là, il mérite. Le GPS c'est dans le sac derrière. C'est pas là. C'est dans là, c'est dessus. C'est ce ballon-là. Nous réalisons un inventaire des zones humides du département du Tarn-et-Garonne depuis maintenant 2010. Cet inventaire a été réalisé pour le compte du Conseil général, du Conseil départemental maintenant, avec l'aide de l'Agence de l'eau et des fonds européens, du FEDER. Bon alors, est-ce qu'on est en zone humide? On a une belle prairie de fauche. Oh oui, tu vois, on commence déjà à voir la menthe. Dès qu'on arrive au niveau un peu plus bas, on a le jonc, les joncs glauques, on a la prêle géante. C'est de la cutiflore celui-là. Le cirse des marais, c'est tout bon. On est bien en prairie humide. Nous travaillons à partir des photos aériennes réalisées par l'IGN et les dernières campagnes photos nous ont suggéré qu'on avait peut-être une zone humide. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour l'inventorier, nous assurer que nous étions bien en zone humide, ce qui était le cas. Donc une jolie prairie humide de fauche. Donc avec Claude, mon collègue, nous avons réalisé le diagnostic qui permet de qualifier les habitats, le type d'alimentation en eau, les dégradations potentielles ou pas. Et ensuite, voilà, un inventaire floristique qui permet de bien mettre en évidence le caractère humide du site. On fait un relevé GPS des différents points, un nuage de points qui va nous permettre de délimiter la zone. Donc cette zone-là, ensuite, a une fiche diagnostic qui lui est attribuée et mise en ligne sur le site internet. Voilà, donc à partir de là, on peut consulter tout l'inventaire en se déplaçant sur le département. Donc on peut faire des recherches par territoire, notamment un bassin versant, ou bien une commune, une communauté de communes. On peut aussi faire des recherches à partir de la typologie, à savoir des prairies humides, un boisement marécageux, une roselière. On peut aussi faire des requêtes pour choisir tel type de plante et donc voir tous les sites sur lesquels nous avons observé ces plantes. Donc cet inventaire a permis de recenser jusqu'à présent environ 3300 hectares de zones humides dans notre département, ce qui représente environ 0,9-0,95% du territoire départemental. C'est un inventaire qui est assez pauvre, on va dire, par rapport à la moyenne nationale, qui est d'environ 4,5 à 5% du territoire national couvert en zone humide. Ceci dit, c'est un territoire un peu particulier, puisque nous sommes à l'intérieur des terres. Donc nous n'avons pas toutes les grandes zones humides du littoral qui font qu'on a de grandes surfaces au niveau national. Ces zones-là ont plein d'intérêts et nous travaillons à mieux les faire connaître, à mieux faire prendre conscience aux gens de leur richesse, de leur intérêt pour pouvoir au final peut-être les préserver. L'eau dans les rivières, d'où elle vient?
La pluie. De la pluie, mais aussi l'eau d'une rivière, ça vient d'abord d'une source, donc d'un endroit où l'eau coule de la terre, d'accord? Un endroit où la neige fond, ça donne une source. Et ensuite, l'eau, elle est apportée par les pluies et donc par les coteaux. Et à la rasée, c'est 60 cm d'eau qui tombe pendant un an. Alors effectivement, c'est pas beaucoup. On dit qu'en France, il tombe en général 1 mètre d'eau sur une année. Dans le Midi, on est des régions un petit peu plus sèches que dans le nord de la France. Donc effectivement, il n'y a que 60 cm d'eau qui tombe pendant un an. Est-ce qu'il tombe, d'après vous, la même quantité d'eau en janvier, en février, en mars, en avril, mai, juin, et ainsi comme ça tous les mois de l'année? Ça dépend de la chaleur. Nos 60 cm d'eau sur l'année, ils ne tombent pas d'un seul coup. Ils se répartissent sur tous les mois de l'année de façon différente. En été, il ne pleut pas beaucoup. En hiver, janvier, février et décembre, il pleut beaucoup. Voilà. Cette eau de pluie, qu'est-ce qu'elle devient? Où elle va? On parle beaucoup de rivières et en fait, on parle surtout de bassin versant. Ça, c'est une maquette de bassin versant pour que vous compreniez un petit peu ce que ça veut dire, le bassin versant. Le jeune homme va nous faire de la pluie. Je veux que vous regardiez bien le chemin de l'eau. Regardez. D'après vous, la limite, elle est où? La goutte qui tombe par là, elle tombe où? Elle descend. Vers où? Vers où? Vers le bas. Vers le bas? D'accord. Et la goutte qui tombe ici, elle tombe où? Là. Ouais, donc vers l'extérieur. La limite, elle est, tu vois, elle est par là. 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 Ça vient comme ça. Allez, je te laisse faire. Même si ça se voit pas, trace-moi. Ça vient comme ça. Ouais, c'est très bien. Alors vous les filles, vous avez tracé des traits ici. Qu'est-ce que tu en penses? Quand la pluie tombe, elle va comme ça, elle va comme ça, et puis après, elle s'écoule là. Alors effectivement, la goutte qui tombe ici, comment tu veux qu'elle aille à la rivière? Elle ne peut pas remonter le sol pour ensuite redescendre. D'accord? Donc en fait, la limite, elle n'est pas ici. La limite, elle est comme ça. Elle passe ici, là, par le sommet. C'est pas grave. Tu comprends? Donc ça, c'est le bassin versant. La surface, ici, là, où toutes les gouttes d'eau qui vont tomber sur le sol, à un moment donné, elles vont ruisseler et s'écouler vers l'exutoire, vers la sortie. OK? Ici, cet atelier, ça consiste à voir le rôle d'éponge des zones humides. Là, notre première expérience, c'est notre bassin versant qui n'a pas de zone humide. On y va, vous êtes prêts? Chacun sait ce qu'il doit faire? Top! Alors, première goutte. Attention, ça arrive bientôt. Là. Attends. Là. 23. Alors là, ça coule fort, il y a beaucoup d'eau dans la rivière, on peut dire que c'est la crue. Attention. Top. 250. 250. Ça n'a pas fini de couler. C'est normal. La pluie, entre le moment où elle tombe et le moment où elle arrive à la rivière, eh ben, il se passe un temps. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a des inondations alors qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Top. 1,51. On a combien? 300. 380. Super. Maintenant, on va remplacer notre sol nu par une zone humide. Si vous n'avez pas compris qu'une zone humide, ça fonctionne comme une éponge, et bien cette expérience, elle vous permet de le comprendre. Vous allez voir. Donc la différence avec tout à l'heure, c'est qu'au lieu d'avoir des champs cultivés jusqu'au bord du ruisseau, et ben au bord du ruisseau, c'est plutôt une prairie, comme on a ici. Manon, quand il dit top, ça veut dire qu'on a 1 minute, tu arrêtes la pluie. Tout le monde est prêt, concentré? Alors, la pluie, top. Observez l'eau, comment elle ruisselle. Comment ça se passe? Je regarde, tu vois la mare là, elle est en train de se remplir petit à petit. Là. Vous voyez le niveau de la mare qui augmente? Top. 48. La pluie arrête. Ouais, c'était plutôt 80. Deux minutes. Non, 2 minutes. Et alors,
280. 280. Ok, vas-y. Du coup, ça met plus de temps avec la mousse. À quoi? À couler. Pourquoi? Parce que... pour que ça absorbe. Exactement. Notre zone humide là, qui était sèche, elle a absorbé l'eau de pluie. Et c'est ce qui fait que ça a mis beaucoup plus de temps à arriver à la rivière, à arriver à l'exutoire. Vous avez d'autres choses à dire? Ça fait moins d'eau. Ouais. Notre zone humide, elle était sèche, elle s'est gorgée d'eau. Elle a gardé l'eau avec elle. Ok? Comme votre prairie ici, là. Il y a des crevasses en ce moment. Cet hiver, quand il va pleuvoir, elle va se gorger d'eau. D'accord? C'est de l'eau qu'elle va garder. Elle ne va pas la redonner tout de suite à la rivière. Elle va la garder tout l'hiver et elle la redonnera plus tard en été. Ma zone humide, elle est gorgée d'eau. Ok? Elle a stocké toute cette eau. Et cette eau-là, je la sors, mais dans la nature, cette eau-là, elle la redonnerait lentement à la rivière en période de sécheresse. D'accord? C'est bon, tu nous vides ça une dernière fois et on a fini. Merci, vous pouvez vous applaudir. Ça va et toi? Bonjour. L'idée pour nous, là, c'était de vous montrer notamment, monsieur le maire, la jacinthe de Rome, qui est un des enjeux écologiques importants du site. C'est une espèce protégée au niveau national et puis qui fait depuis de nombreuses années l'objet de nombreuses actions de tout un réseau de partenaires. Parce que l'essentiel des populations connues de cette espèce se trouve par chez nous. Par contre, la mise en culture des parcelles les fait disparaître. Et le retour en prairie à long terme peut la restituer? Je ne sais pas, j'ai pas d'éléments. C'est une question. Ouais, ouais. En préservant la prairie, on préserve une zone d'expansion de crues et c'est tout le sens du travail du syndicat de rivière qui en plus de ça va contribuer à l'épuration des eaux de ruissellement, à filtrer, à dépolluer. Et l'eau, à l'arrivée, on la boit. Historiquement, il y avait une digue qui arrivait au même niveau que les habitations en face. Oui. Donc araser la digue, c'était permettre à l'eau de s'écouler dans la prairie plutôt que d'aller sur la rive où il y a des habitations. C'était vraiment l'enjeu premier. Donc vous êtes en train de me dire qu'à travers ce projet, il n'y a pas que des choses entre guillemets écologiques, il y a aussi un but utilitaire où l'homme est aussi au centre de vos préoccupations. Oui, voilà. Bien sûr. Le travail qu'on mène ensemble est aussi susceptible de réinviter les gens à s'intéresser à cette prairie, de la découvrir peut-être sous un nouveau jour qu'ils ignoraient jusqu'alors. Et c'est vrai que si on y regarde d'un petit peu plus près, eh bien, ce qui semble être juste une simple prairie, eh bien, on peut y trouver toute une richesse et tout un patrimoine qui vous appartient à tous. Tous les habitants de la Rasette la voient au moins une fois par jour, la prairie. Il y a un paradoxe historique là quand même aussi, c'est que cette zone finalement, elle est devenue d'autant plus un délaissé que c'est le pont et la route qui l'a séparée de l'espace agricole un petit peu. Et comme quoi, des fois, on peste contre les autoroutes, mais le long des autoroutes, on trouve des lapins, pas mal de choses, et des microbiotopes. La voici. Là, en gros, la fenêtre, c'est du 15-20 avril au 1er mai. Quoi. À l'époque des mousserons. La floraison. C'est bon. Un moyen mnémotechnique. Ça fait des graines là? Oui, ça va faire ensuite des boules à chaque extrémité là, et des graines. Les graines tombent entre le 15 et le 30 juin. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on essaie de retarder la fauche. D'accord. Tu vois, j'en ai plus là aujourd'hui. J'en avais compté 60, j'en ai au moins 80 là. On doit faire un entretien. Il faut impérativement assurer l'entretien de cette prairie. On est considéré comme une prairie, sinon on a oui, des arbres qui c'est poussent. une prairie qui doit rester une prairie. Et pour avoir de la prairie, il nous faut impérativement une intervention humaine ou animale. Pâturage ou fauche. Ça veut dire que si on n'intervient pas, la prairie elle disparaît très vite. C'est vraiment un milieu temporaire. On préfère préserver la jacinthe que laisser pousser une forêt. Et ça reste un choix. Oui, et c'est un choix qui, en fait, il est à la fois écologique et culturel, puisqu'il y a activité humaine. Aussi. C'est
Historiquement, la vallée de la Gimone, c'est quasiment que des prairies tout du long. Donc c'est aussi un patrimoine historique, agricole, local, de pratiques locales. Et certaines de ces prairies sont aussi très anciennes, plusieurs centaines d'années. Oui, puisque la prairie voisine s'appelle le Pré du Roi. Ouh, ben alors Donc c'est gravé dans le marbre du cadastre, quoi. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait plus les vaches. En termes de préservation des zones humides, c'est très dommage, quoi. Enfin, la vache en elle-même, c'est l'élevage, quoi, qui disparaît et qui était une manière de valoriser ces fonds de vallée. Donc on pouvait conserver en prairie. L'élevage disparaissant, le propriétaire n'a plus d'usage de la prairie et donc tend à la retourner et à la valoriser par la mise en culture. Donc c'est tout le challenge qu'on a au niveau de ces territoires, de les conserver, c'est-à-dire trouver un nouveau modèle économique qui permettra de les pérenniser dans le temps, quoi. Au début, c'est plutôt un concours de circonstances, quoi. Parce que c'est dû un peu au chemin qui est communal, et qui était en bordure du Lembous et qui était parti dans le Lembous. Et les riverains, les propriétaires nous demandaient de refaire le chemin, mais comme maintenant on ne peut plus empirer les bordures de ruisseaux, donc il fallait trouver une solution. Et voilà comment, après, avec la recherche des zones humides, on en est arrivé à là, quoi. C'est vrai qu'on n'avait pas la connaissance de l'utilité réelle des zones humides. Et c'est vrai qu'avec ce projet, on a eu, et tous les intervenants qu'il y a eu dans le secteur, on a pu prendre connaissance de l'importance des zones humides. Étant riverain du Lembous, mais complètement au bout, on voit les problèmes qu'il y a, le manque d'eau et autres. C'est l'opportunité de lancer la discussion sur ce sujet-là, en lien direct aussi avec les cours d'eau. C'est une première pierre à l'édifice sur une problématique qui va être de plus en plus prise en compte dans les années à venir. Le botaniste là, qui avait fait les inventaires avait caractérisé vraiment 2 types d'habitats sur la parcelle. 2 tiers ici et 1 tiers en herbe haute. Voilà. 2 tiers de prairies de fauche et 1 tiers de mégafordier. Typiquement, ici, la meilleure manière de conserver les espèces à enjeu, c'est une action annuelle de fauche mécanique. Voilà. Et d'autres pratiques qui vont permettre de conserver là une prairie plutôt à herbe haute, qui vont disparaître si on met une fauche annuelle en place. Il faut enlever la rose, il vaut mieux enlever. Il faut enlever un maximum de matière, voilà, justement pour freiner. Comme c'est des espèces rudérales, elles ont besoin de beaucoup de matière organique. Hein, c'est pas pour rien qu'elles prennent le dessus sur les autres. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Vu qu'on ne veut ni traiter, ni retourner et ressemer, voilà, il n'y a que la fauche. C'est basé sur 2 fauches. Ouais. Minimum. Si tu veux en faire 3, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Ah ouais, mais le but, c'est de freiner vraiment cette dynamique de la ronce. On veut retrouver un milieu ouvert et qui était en train vraiment de se fermer, quoi. J'ai mis 1h30 à faucher. Je vais passer plus d'1 heure à rateler pour emballer et le sortir. Oui, parce qu'après il faut. Mais non, mais par contre, je suis d'accord avec toi, il faut s'y retrouver derrière. Il faut, pour que ce soit pérenne, là, il faut que ce soit du donnant-donnant, sinon ça ne peut pas continuer. C'est la difficulté de conserver ce type de parcelle, en fait. C'est la raison pour laquelle elles ont été délaissées. Hein. À l'époque, on nous subventionnait pour drainer. Donc si le gars là est drainé, ça ne devenait jamais une zone humide. Ouais. Le drain il pisserait à la rivière. Ouais, tout à fait. L'eau coulerait à la rivière et puis point, le champ serait travaillé. Mais j'ai pas honte de dire qu'on en a drainé, nous. On a drainé des parcelles oui, en bas, de tout le monde. Comment tu peux tu penses t'y retrouver, quoi. Je veux dire, à long terme, j'espère qu'on pourra faucher et récolter de la bonne herbe, mais c'est pas pour tout de suite. Moi, je dis 4-5 ans. Ouais. Non. C'est pas toujours facile de mettre ça en place. Nous, au niveau du conservatoire, on n'a pas prétention d'intervenir partout non plus. Les endroits finalement où on met les pieds, c'est vraiment qu'il y a des enjeux vis-à-vis de la conservation des espèces et de la fonctionnalité des zones humides. Par contre, on s'efforce d'accompagner un maximum tous les acteurs au niveau des élus, au niveau des particuliers, des agriculteurs, à partir du moment où on fait un état des lieux avec eux, quoi. Et souvent, ça passe, le plus souvent d'ailleurs, ça passe finalement par reproduire les actions qui étaient faites de manière traditionnelle, quoi. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors autant ici sur des parcelles de fauche,
Même si c'est difficile au début, sur du long terme, ça va être du donnant-donnant. Hein. Donc là, c'est pérenne. Qu'on a beaucoup plus de difficultés, évidemment, à avoir ce type de discours sur des parcelles, en gros, qui coûtent de l'argent. Ouais. Et c'est pour ça que nous, au conservatoire, on a une équipe de terrain pour pallier finalement aux travaux qui ne peuvent pas être faits par les agriculteurs. Ouais, voilà. Donc voilà, le but de la journée, là, ça va être de faucher un tiers de la zone qu'on a laissée en herbe haute, là. Donc la bande là qu'on va faucher va être laissée en bande refuge, du coup, pendant 2 ans. Voilà. Et l'année prochaine, on interviendra sur un autre tiers, l'année suivante sur un autre tiers encore, avant de repasser sur la bande qu'on va faucher cette année. Le but de ça, c'est de favoriser des espèces qui ne supportent pas les fauches annuelles. Et c'est pour ça que vous n'allez pas avoir les mêmes espèces entre les deux secteurs. Voilà. Et puis ce qu'on cherche, c'est à favoriser un équilibre, finalement, au niveau de la végétation et du coup au niveau des espèces qui la fréquentent. Et pour beaucoup, ce sont des espèces qui se raréfient puisqu'ils ont besoin d'un milieu vraiment très particulier. Et quand on voit comment c'est agricole, enfin l'agriculture autour, vous comprenez bien que ces espèces, vous n'allez pas les trouver dans les champs de tournesol, dans les champs de maïs, etc. Voilà. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bonjour Monsieur Ferrado. Ça va. Et celle-là, elle est en MAE ou pas? Ouais. Je ne savais plus, j'essaie de le chercher dans le dossier. Avec un retard de fauche au 1er juin. Ouais. J'ai du faux, mais bon, je pense que c'est un bon compromis. Au 1er juin, ça va, ouais, dans ces prairies. Généralement, ça va, quoi. S'il y a une crue le mois qui précède la fauche, le limon se dépose sur l'herbe, ça sable le foin, c'est très très poussiéreux et c'est dangereux pour les poumons des animaux. Donc là, on le fauche, on le met en dingue et on y met le feu, quoi. C'est autorisé dans le cadre de la MAE, parce que même pour le matériel, quoi, ça peut abîmer. Pour les deux. Au moins 3 années sur 10, on sait que cette prairie, la première coupe du mois de juin, elle sera perdue du fait d'une crue. Est-ce qu'il y a un avantage d'avoir des prairies comme ça, milieu inondable? À cette époque-ci, là, à la fin de l'été, c'est les seuls endroits où ils sont encore verts, quoi. Ça, c'est indéniable. Voilà. Donc là, ça permet de refaire une fauche ici, alors que chez nous, dans les coteaux, tout est grillé, il n'y a plus rien. Après, le fait qu'elle soit loin des bâtiments, pour mener les animaux, c'est pas très pratique, donc bon, je préfère refaucher. Elle est encore verte. Il y a les frênes aussi qui sont en train de pousser, donc c'est important de les refaucher maintenant. Vous avez pas mal de liserons, ça vous gêne là aussi ou... Non. Ouais, c'est appétant pour... Ouais, ça ils vont l'aimer. C'est celui des non, quand il est rose un peu comme ça. Et non. Ça c'est plutôt le liseron des champs, à mon avis. Mais je pense qu'il doit y avoir les deux. Il y a du liseron des haies ici, c'est un endroit ça. Le liseron des haies étant une plante indicatrice des prairies. D'accord. Les contraintes du contrat MAE, ça vous gêne pas plus que ça, notamment sur la fertilisation azotée? Bon, mais la fertilisation azotée, c'est 30% en gros de rendement en moins, qui est compensé par l'aide de la MAE. Eh oui, ouais, c'est pour ça qu'il y a une aide financière. On vous contraint d'un côté, mais on essaye de le compenser financièrement. Maintenant qu'il y a la MAE, on met plus d'azote, quoi, de ce fait. Ouais, ça c'est pour, on va dire, conserver les cortèges de plantes traditionnelles, parce que sinon après, dès qu'on fertilise un peu, il y a quand même un changement un petit peu de la flore de la prairie. On mettait une trentaine d'unités. Voilà, 30-40 unités d'azote. Quelle période? Je le mettais souvent sur la deuxième quinzaine d'avril. D'accord. Quand les risques de crue étaient un peu voilà. passés. Bon, mais néanmoins, voilà, il y a 4 ans, c'est sorti le 22 juin. On a eu la crue le 22 juin. On a un captage d'eau potable qui est à Beaumont-de-Lomagne, qui n'est pas très loin d'ici. Et c'est vrai que c'est un captage à eau superficielle. Donc si lors d'une crue, on a un lessivage de ces prairies, bon, on va avoir des fuites d'azote qui vont être une perte pour l'agriculteur, mais ça va être aussi une source de pollution qu'il va falloir traiter en plus. Que, voilà, ça a du sens tout ça de conserver ces prairies en bord de cours d'eau, d'essayer de limiter l'apport d'intrants. Voilà, donc c'est aussi un travail de conserve et le monde agricole, quoi. Ça me fait un petit pâturage tournant en fait, et c'est une vingtaine de vaches tout l'été. Hein. Le problème c'est que quand on les fait tourner en fait, il faut toujours qu'il y ait un point d'eau pas très loin, sinon elles reviennent sur les parcelles qu'elles ont déjà pâturées.
Elle a bien tenu l'eau quand même. Alors, le souci, c'est que quand les bêtes commencent à y rentrer dedans... Ouais. Le piétinement montre... Ah, puis les vaches, elles ne boivent pas de la bonne eau aussi, hein, quand elles la souillent comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'eau là dans le secteur. Non, c'est pour ça que l'eau, ça devient rare et elle devient chère aussi. Alors. Une fois qu'on aura curé, je pense qu'on peut quand même augmenter la capacité en eau de façon importante. Hein. Donc après, on signe une petite convention, comme quoi pendant 5 ans, tu la maintiens au moins, tu la maintiens comme ça. Non, moi c'est surtout d'avoir un point d'eau supplémentaire, quoi. Et bonjour Philippe, ça va? Elles nous ont fait une petite intrusion. Là les pitchounes elles passent en dessous. Elles arrivent à passer sous le barbelé? Oui, bah là. Ouais, ça va, la mare est en super état quand même. Par rapport aux autres années... Il y aurait 1 mètre carré de flotte. Ouais, elle serait en période où elle se mettrait en sec. Parce que là il y a quand même encore... même la végétation aquatique a bien poussé. Alors c'est tout par période. Je me demande si en fonction de la pluie et de ce qui descend de là-haut, des fois c'est limpide, on voit le fond. Ouais. Des fois c'est vert comme ça. Ouais, après des ça... fois il y a une espèce de mousse marron dessus. Au départ, là, généralement, chaque fois qu'on fait une restauration, tu as l'algue filamenteuse là. Donc ça, c'est lié rien qu'à l'ouverture du milieu. Le fait qu'on recrée de la luminosité, souvent c'est la première. Tous les 3 jours, elle change d'aspect. Elle change de couleur, d'accord. Et même en sortie de terre de la source, elle aussi, elle change de couleur, des fois. C'est pour ça que je pense que c'est ce qui vient de là-haut. Ça vient de plus haut alors. C'est ce qui est mis sur le plateau qui fait que la source change. D'accord. Avant d'avoir la mare, les vaches pataugeaient dans 50 cm de boue. C'était pas bon ni pour la terre, ni pour les vaches. Oui, là, maintenant qu'on a la mare, la seule contrainte a été de m'obliger à la clôturer. On voit que toute la faune sauvage est revenue là. On voit régulièrement des traces de sangliers, chevreuils, le cerf qui passe, il y a un peu de tout. Hein. Ouais. Et tu m'as dit qu'il y avait aussi un couple de colverts qui était venu. Colvert au printemps, qui a été là, je les ai surpris 3 ou 4 fois. Ils étaient tous les deux sur la mare. On va la pompe. Toutes les jeunes la découvrent rapidement, elles s'en servent bien. Elles s'y adaptent très vite alors. Très vite, voilà. Même les plus jeunes. Ouais, ah ouais, impeccable. Hein. Mais c'est vrai que là, pour boire suffisamment, il leur faut quand même peut-être 4-5 minutes. Oui, alors que là, il y a l'effet de facilité. Hein. Un peu, ouais. Le petit veau qui est né dans la nuit est en train de se familiariser avec la pompe à museau. C'est vrai que sur un élevage comme ça, d'une quinzaine de bêtes, c'est l'idéal. Là, en fait, le souci, c'est que voilà, elle piétine, et puis elle pousse la terre. Elle pousse et elles font relever la terre légèrement de là. Il faudra qu'on se trouve quelque chose. Bouge pas. Ça y fait. Et voilà. Oui, puis ça le laisse stable. Il reste coincé. On dirait qu'on sort que c'est de l'eau de ville. Hein. Vraiment d'une eau de super qualité. Et du coup là, ça n'a pas bougé là, à la source. Hein. Là, le niveau il bouge pas. Elle est limpide, cristalline. Donc moi j'ai fait une étude écologique, je vous en parlerai juste un petit peu après. Il n'y a pas que les amphibiens, il y a aussi les odonates et la flore de zone humide qu'on a étudiée. Et la FEDECHA, ça fait tout ce qui est restauration, mais en amont sur la volée étude, inventaire des oiseaux. Les odonates, c'est quoi? C'est les libellules. Libellules, excusez-moi. Okay. Et on va aller voir cette mare-là ici, qui est en lisière de boisement, et on va revenir à pied et traverser ces champs jusqu'à cette mare ici. Je commençais à vous dire un petit mot de l'état de la mare. C'était au mois de juin, en fait, en 2014. Et vous voyez, elle était complètement en assec, en fait. Donc l'agriculteur était sensibilisé à ça déjà, et il avait mis une clôture entre ces deux parties pour pas que les vaches aillent jusqu'au bout de la zone humide ou de la mare, parce que là, c'est vrai qu'il y a des parties où la végétation est quand même relativement dense. Si on n'intervient pas,
toutes les mares ont vocation à disparaître. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'intervention de l'homme pour que les mares subsistent en fait. Vous voyez ces algues vertes en fait, filamenteuses, c'est juste le reflet d'un dysfonctionnement de la mare en fait. Trop de matière organique, pas assez d'oxygène. Je fais 3 passages en fait quand je fais les inventaires amphibiens. Sur les 3 passages, j'ai trouvé qu'une seule espèce ici sur le site, c'était du triton marbré, donc c'est celui-là. Relativement exigeant, ce qui est assez étonnant, donc je me dis que certainement il profitait de la partie arrière où les eaux sont relativement plus claires en fait, celui-là. Si la mare continuait à rester eutrophe comme ça, la population de triton marbré disparaissait sur le site. Espèce protégée, espèce relativement rare sur le département, avec une autre espèce, celui-là. Ces 2-là, on peut dire que c'est les plus exigeants en termes de mare en fait. Si on préserve ceux-là, tous les autres ont leur place en fait. Vous avez aussi un petit filament au bout de la queue. Ça, c'est 2 points pour reconnaître que c'est un mâle. Le 3e, mais là qui a disparu parce que là c'est la fin de la saison, c'est les pattes arrière qui vont être noires parce que surtout elles sont palmées. C'est pour ça qu'on l'appelle le triton palmé. Et pourquoi le mâle a les pattes arrière palmées et pas la femelle? Pour la rattraper. Parce qu'elle n'a pas forcément envie. Exactement. Ça lui permet d'être plus rapide. Mais est-ce qu'on a tout intérêt, Philippe, là, ou Claude, d'enlever un peu ces ronces-là et de dégager cette queue de mare? Non, ça pose aucun problème, quoi. Pour moi, il y a juste effectivement le problème de digue, de pente douce, de curage partiel parce que c'est piétiné, il y a encore des excréments. On voit que si c'est remis en suspension, ça crée ce miroir de lentilles. Donc, et on verra si au niveau du plein centre, tu peux faire une zone un peu plus profonde comme on fait à toutes les mares. Parce qu'on n'a pas parlé encore de faune et de flore, mais sur les 11 mares qu'on avait cette année, c'est une des plus riches. Donc il y a quand même un enjeu à maintenir ces populations au niveau de biodiversité. Sur les odonates, il doit y avoir 6-7 espèces, donc même si la mare est petite, voilà, elles utilisent l'ensemble du site, la vase pour s'y cacher. Les joncs que vous avez autour, les émergences se font en fait, et ensuite elles passent au stade adulte vol. Donc il faut maintenir une partie de la mare où il faut maintenir cette flore de zone humide. Peut-être des parties un peu plus en eau aussi, ça permet d'avoir un cycle de l'eau favorisé. Plus les mares sont petites, moins il y a d'eau, plus le cycle de l'eau est difficile à s'équilibrer en fait. La mare, c'est avant tout un milieu aquatique en fait. Et en recréant des pentes douces tout autour, on crée une zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Et c'est dans ces zones de transition qu'on trouve les zones humides et une flore très intéressante de zones humides. Prêles, joncs, et puis la birsute, un peu de glycérie, bon, beaucoup de lentilles. De la végétation qui sert de support aux familles qu'on étudie, donc les odonates, qui servent de cache à des amphibiens. Voilà, donc il y a un intérêt très important pour la mare et les zones humides associées. Il faut savoir que chez les amphibiens, c'est une espèce sur 3 qui est menacée d'extinction. Donc c'est énorme. Pourquoi? Parce que les zones humides disparaissent et quand on travaille sur une mare, on travaille sur les zones humides associées et on peut préserver leur habitat, donc préserver ces espèces-là. Et ce sont ce qu'on appelle des bioindicateurs de la qualité de l'eau et de l'état écologique de certains milieux, dont les mares et les zones humides. Donc quelles espèces sont présentes, comment on adapte les travaux en fonction des espèces, c'est les questions qu'on se pose et les études, les inventaires menés y apportent les réponses. Oui, il pleut. Par rapport à l'inventaire initial, on a essayé qu'il y ait toujours une mare au minimum entre 500 et 1 km. De maillage. De maillage. Ah ouais, voilà. D'accord. Donc soit il y avait une mare existante qui était fonctionnelle, donc dans ce cas-là, elle n'est pas rentrée dans le cadre des restaurations. Et si par contre on se retrouvait avec une zone, on va l'appeler trop blanche, où il n'y avait pas de mare, ou qu'il y avait une mare simplement qui était vouée au comblement ou qui ne pouvait plus apporter d'eau, dans ce cas-là, on l'a rentrée dans les critères de sélection pour la restauration. Moi qui ne suis pas chasseur, je suis conscient qu'il faut aménager ces petites mares. Hein. Pour nous, Fédération des chasseurs, l'intérêt, c'est quand même d'avoir toujours un minimum d'eau en période d'étiage, d'essayer d'augmenter cette valeur en eau, parce qu'on sait que la faune sauvage en général, qu'elle soit chassable d'ailleurs ou espèce protégée, a besoin d'eau en période estivale. Et c'est vrai que c'est une évolution de la part des chasseurs, où maintenant, on travaille sur la gestion des milieux, en plus de travailler sur la faune sauvage en général. Bonjour Pascal. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et vous?
La compréhension des cours d'eau en 20 ans a énormément évolué. La prise en compte du milieu physique, une rivière ce n'est pas que de l'eau, donc c'est quand même quelque chose de très complexe, de très compliqué. Pour arriver à améliorer le fonctionnement de la rivière, de ce que l'on voit, tous les milieux associés, zones humides, mares, boisement, prairies, culture, urbanisation, assainissement, tout ça doit être pris en compte parce que tout arrive aux rivières finalement, tôt ou tard, par la topographie. Les travaux à mener sont d'envergure, se jouent sur un espace important autour des rivières et c'est ça qui est difficile à faire passer, à faire comprendre. Et c'est vrai que chez vous aujourd'hui, c'est un petit chantier mais qui fait quand même quasiment 1 hectare, donc c'est du petit mais qui n'est pas si petit que ça. Et il faut vraiment bien comprendre aussi que c'est le cumul d'actions qui va améliorer vraiment le fonctionnement de nos cours d'eau. Les travaux qu'on vous propose, c'est vraiment une mosaïque d'habitat. C'est garder de l'arbustif, de la freinée, de la haie, de la zone humide, de l'écoulement et la création également de ces 3 petites mares dans des milieux différents. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien l'idée de ces 3 mares et surtout par rapport à la première proposition, le fait que ce ne soit pas quelque chose de droit. D'accord. C'est sûr, c'est du particulier en fait, mais moi je trouve que c'est ce qui est intéressant sur ces territoires en fait, c'est de toucher le particulier pour qu'on puisse travailler ensemble et même si au niveau coût, ça a un coût super important, pour nous ça a un coût, je ne sais pas si on peut le dire, à 0. Oui. Donc pour le coup, c'est pas qu'une question financière, c'est que si on n'apporte pas l'argent, en tout cas on peut apporter quelque chose à l'évolution du territoire et il y a surtout à soigner cette seille qui est superbe. On travaille pour l'avenir en fait. Et effectivement, le fonctionnement de ces rivières, la qualité de l'eau, la quantité, les espèces qui vivent autour, c'est de l'intérêt général, aujourd'hui c'est reconnu. Mais ça se joue sur la propriété privée et ça c'est vachement important. Les 2 ans d'études qui ont été faites pour amener à cette décision aujourd'hui, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est un travail qui a été fait bien en avant. Et avant ces 2 ans, il a fallu monter dossier, il a fallu prendre conscience de tout ça. Tout à fait. Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes aujourd'hui. On se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Mais c'est parce qu'en fait, c'est l'évolution du temps et aussi des agriculteurs, de tous les acteurs du territoire. Tout à fait. Voilà. Ensuite, ça part là-bas. La place c'est 95 mètres qu'on supprime. On va retrouver 160 mètres, donc on gagne 70 mètres de linéaire sur le ruisseau. Ah, donc c'est pas rien. En habitat, c'est intéressant. Super. Puis du coup, on va pouvoir bien humidifier la zone. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ils ont commencé à dessoucher. Et puis ensuite, on va aller creuser la mare qui est ici. Enfin, un projet de mare. Sylvie. Ouais. Exactement, c'est ici on le met le tas de souches. Ouais, alors oui, on va voir avec vous. Tant que vous y êtes, alors si vous voulez les souches, on voudrait les stocker un peu en merlon et mettre les branchages dessus. C'est de l'abri intéressant pour notamment l'hivernage pour tout ce qui est batracien. On se disait avec Pierre que si on stockait en bord, la lisière du coup va évoluer. Voilà, on va avoir une lisière un peu plus sinueuse. Est-ce que ça vous irait? Ouais. Les zones humides ont un rôle à jouer aujourd'hui, notamment en amont des captages d'eau potable. On ne vit pas sans eau. Voilà, ça va bien plus loin que simplement une rivière et 4 poissons. Non, ça va bien plus loin que ça. C'est de l'intérêt général aujourd'hui. Les cours d'eau en font partie et les zones humides aussi. Ça mène 5,5. Je l'ai bien vu par là où on a les iris qui sont pas à côté des iris. Ouais. Là, la partie qui est là. Et là, je le verrais bien peut-être en dépression. Voilà, tant pis, des façons même moins profondes. Mais... Oui, sur 4 mares, on peut varier aussi. Les niveaux de profondeur. En même temps, l'eau arrive déjà. Ouais, l'eau arrive là. Et t'as vu? C'est argileux quand même. On peut faire une zone à 80 là-bas, une zone à 80 derrière ici, et relier les deux avec un peu moins de profondeur. On a beaucoup d'espoir sur ce chantier de pouvoir montrer que oui, effectivement, on peut remettre un cours d'eau dans une zone humide, on peut en augmenter le taux d'humidité, mais qui permettra quand même l'été que du bétail y passe, que peut-être pourquoi pas une petite coupe de fourrage. Voilà, c'est quand même compatible, il n'y a pas de souci. Donc nous espérons fortement oui, que ce chantier de test va marcher, qu'on pourra l'afficher. Les zones humides ouvertes en prairie sont encore là parce qu'il y a de l'élevage. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler avec les agriculteurs, les éleveurs, pour restaurer, maintenir, améliorer des zones humides, qu'elles soient conservées grâce à l'élevage. Et si on arrive à ça, on aura vraiment gagné, quoi. 4, 3, 2, 1. Alléluia. Ça y est, c'est à nous.
Donc on est là sur la commune de Bourrette, en rive droite du fleuve Garonne, sur un site que l'on a appelé le site de l'Espinassier, qui a été désigné par le département comme étant un espace naturel sensible, un ENS. Donc la politique des ENS, c'est de préserver, de gérer, d'aménager des sites qui présentent un intérêt environnemental, patrimonial, écologique, paysager, en vue de faire découvrir ses potentialités au public. Donc ce site en fait fait à peu près 100 hectares. Il se caractérise par la présence d'un grand bras mort, peut-être l'un des plus grands bras morts de la Moyenne-Garonne. Le département s'est porté gestionnaire de ce site en lieu et place de la commune de Bourrette. Et parmi toutes ces actions qu'il peut y mener, il y a 2 actions phares, qui est celle d'envisager la reconnexion de ce bras mort qui est aujourd'hui déconnecté. Et ensuite, sur la partie terrestre, on envisage de recréer des mosaïques de milieux, en replantant des boisements, mais aussi en maintenant des milieux ouverts qui profitent à la faune, mais aussi à la flore inféodée aux zones humides. Je dirais environ le tiers des zones humides répertoriées dans le département sont les annexes fluviales de la Garonne, donc c'est environ 1000 hectares sur le département. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu de voir aussi la genèse de tout ce site. Actuellement, nous sommes ici, donc on a l'entrée du bras mort qui est de petite taille, donc qui fait environ 1 hectare, qui est ici. Donc, et tout le reste, en fait, toute la partie qui se développe sur plus d'1 kilomètre, se retrouve 1 à 2 mètres au-dessus du niveau de la Garonne. Mais en fait, auparavant, on avait la Garonne qui passait dans ce bras. Voilà. En 1950, la Garonne passait ici. Au XIXe siècle, elle passait encore totalement ailleurs. On avait un lit qui divaguait et qui a créé ces mosaïques d'habitat. Voilà. Elle est creusée à un endroit, elle déposait ailleurs. On avait vraiment un équilibre dynamique qui s'installait. On avait des bras morts qui se créaient, qui se comblaient petit à petit, se faisaient ailleurs. Voilà. Actuellement, bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais on a eu les cours d'eau qui ont servi de mine un petit peu à ciel ouvert, puisqu'on avait eu beaucoup d'extraction de granulats. On a eu des barrages dans les Pyrénées qui ont bloqué le transfert des granulats de la montagne vers la plaine. Et on a eu des enrochements qui ont chenalisé la rivière. Au final, on se retrouve donc avec une rivière qui s'est enfoncée de 2 à 3 mètres, par endroits même plus. Du coup, le matelas alluvial a disparu. On en a une preuve ici avec les fondations du pont qui se retrouvent perchées au-dessus de la rivière. Et on se retrouve donc avec une Garonne maintenant qui est en dessous son lit naturel auparavant, son lit historique. Et donc du coup, toutes les annexes fluviales qui étaient connectées auparavant à elle, se retrouvent perchées et déconnectées et ont perdu un grand nombre de leurs fonctions. Lorsque la rivière n'arrive pas à s'étaler dans son lit majeur, elle accumule toute son énergie dans le lit. Elle provoque encore un creusage supplémentaire et déstabilise aussi les berges. Voilà. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir ces annexes fluviales connectées qui permettent un débordement plus facile. Qui vont lui permettre de déborder plus facilement et de s'étaler là où il n'y a pas d'enjeu. Il y a quelque chose de beau à faire ici et de bien dans cette zone trop méconnue du grand public. Oui, en plus, oui. À l'époque, on la connaissait pour ses carrières, pour ses gravières. C'était un peu devenu des décharges. Et c'est bien qu'on arrive aujourd'hui à retrouver quelque chose de magnifique avec une portée pour la faune, pour la flore et pour tout ça. Ici, on se retrouve sur le talus qui déconnecte le bras perché. Et donc on se propose de retravailler pour reconnecter avec la Garonne. C'est vrai qu'ici on a une saulée, on a du sol blanc, qui est une trace de l'ancienne activité de la Garonne. Pour se développer, la saulée elle a besoin d'avoir des alluvions exemptes de végétation pour s'installer. C'est une espèce pionnière. Elle va s'installer, elle va grandir, elle va vieillir. Et puis dessous, il y a un sous-bois qui s'installe avec des espèces de bois dur, des choses comme ça. Et elle va disparaître. C'est normal. Sauf qu'elle doit aussi pouvoir se recréer ailleurs. Et lorsqu'on n'a pas cette dynamique-là qui s'installe, la saulée, elle arrive à maturité, elle va dépérir. Dessous, on va avoir une forêt alluviale, je dirais, classique, avec du frêne, du chêne, de l'orme, voilà, qui vont se mettre en place, ces espèces à bois dur. Mais le sol, lui, derrière, il a besoin de retrouver un espace vierge pour pouvoir se redévelopper ailleurs. Voilà. Il y a des poissons là, dans cette partie-là? Oui, alors on a beaucoup de poissons sur les bords de Garonne, on a une grande diversité. Les gars peuvent venir y pêcher? Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur quand même. Non, mais vous voyez la limite des ronces, c'est la limite du niveau d'eau, on va dire moyen. Ça monte davantage. Voilà. Donc, c'est pas forcément là où les gens pêchent le plus, mais on le voit, c'est fréquenté. Voilà. Par contre, c'est une frayère. C'est une frayère intéressante pour le brochet se reproduit ici, mais il n'a pas suffisamment de place, on n'a pas suffisamment de zone de production pour le brochet, pour que ce soit une vie intéressante. Bon, maintenant vous m'amenez voir le bras mort alors. Voilà, le bras mort en question. Le bras mort en question. Donc si on réouvre, effectivement, on aura la nappe qui sera proche de la surface, et donc on va se retrouver avec de la végétation qui va se développer, qui sera adaptée à ce type de milieu-là. C'est vrai que dans l'idéal, on espérerait avoir une roselière qui s'installe.
mais en tout état de cause, on aura un habitat qui sera moins favorable à cette plante qu'on a actuellement là autour de nous, qui est la Jussie, qui est une plante exotique envahissante qui nous arrive d'Amérique du Sud et qui a entièrement colonisé le plan d'eau. Et ça produit énormément de biomasse, ça favorise la sédimentation et ça accélère le comblement. Et la végétation autochtone se retrouve exclue de ce type de milieu-là. À l'heure actuelle, quand il y a une inondation, même moyenne, pas une grosse inondation, une inondation moyenne, de toute façon, ça sera rempli. La crue 2003, on avait de l'eau jusqu'aux Charpentières. Là, on était sous 2,50 mètres d'eau. D'accord. Ouais, c'est quand même important parce qu'au lieu d'aller se répandre dans les villes plus bas, là, ça vient occuper du volume ici, c'est quand même une bonne chose aussi. On parle très souvent de champ d'expansion des crues. Ouais. Ce site est très significatif, le champ d'expansion des crues. 100 hectares, 2 mètres d'eau dessus, bon, je ne fais pas le calcul, mais ça fait, ça fait du volume. Et en plus, ça le relâche petit à petit après. Voilà. Quand on est ici, le bourg de la première commune du Grand Montauban est à quelques kilomètres à peine. On voit cette belle prairie sauvage qui est pas loin de l'autoroute, en pleine campagne, pas très loin des zones qui vont s'industrialiser, vu que nous avons à côté une zone de 450 hectares, ce qui va quand même priver une catégorie de gens, comme les chasseurs, de beaucoup de terrain pour aller exercer leur plaisir. Vous parlez de l'usage par la chasse, oui. Mais en effet, connaître les milieux humides et les milieux naturels, même de manière élargie, c'est important quand on réfléchit à un projet d'aménagement. Et le département de Tarn-et-Garonne n'est pas un département particulièrement riche aujourd'hui en zone humide. Donc déjà, d'un point de vue purement d'écologie, de milieux, c'est déjà des milieux qu'il faut préserver un maximum. Et là où ils sont menacés, en effet, c'est les zones périurbaines. Maintenant que nous avons fait le recensement de toutes ces zones humides dans le département, il serait peut-être bon d'informer davantage les collectivités de manière à ce qu'elles puissent prendre leurs précautions quand elles font des achats pour urbaniser. Vous avez raison, parce qu'en fait, dans les démarches de PLU, de PLUI ou même de SCOT, comment intéresser un élu à préserver un milieu qu'il connaît mal? C'est vrai que les milieux humides, ils ont parfois une réputation pas très bonne, on les connaît mal. Surtout jusqu'à présent. Ça peut changer l'optique, parce que les maires ne sont pas contre. Je pense quand même qu'ils sont là pour préserver aussi l'environnement. Le tout, c'est qu'ils soient bien informés et qu'ils le sachent avant. Voilà, après, une fois qu'on porte ce regard et qu'on prend le temps de faire cette analyse croisée entre un désir de développement légitime et aussi quel patrimoine on a ici, quels moyens on se donne pour le préserver et peut-être en faire aussi un projet de type espace récréatif, maintien d'usage, de loisirs, etc. Ça peut donner un poids bien meilleur et puis une image aussi meilleure de ces milieux parfois mal connus. On est tout à fait d'accord. Ce qui va être un point important aussi pour les élus, c'est qu'il y a cette nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la GEMAPI, qui au 1er janvier 2018 s'impose aux communes et par transfert automatique aux communautés de communes. Et cette compétence, pour certains élus, ils n'ont pas forcément connaissance de ce que ça peut recouvrir. Gérer, préserver, restaurer des milieux humides peut tout à fait faire partie de leur politique. Salut Juju. Bon, une nouvelle fois, bonjour à tous et merci d'être venus. Aussi nombreux nous donner la main pour ce chantier école. Alors, le but de la journée aujourd'hui, ça va être d'améliorer, on va dire, le caractère humide du site. On voit bien qu'on a une prairie qui a été quand même drainée par toute une série de fossés, mais on peut espérer que si on remonte ces fossés ou si on en bouge quelques-uns, on aura la nappe d'accompagnement qui va remonter, donc c'est de la réserve en eau qui pourra être restituée plus tard à la rivière. Voilà. Une journée comme ça, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance, d'échanger. L'idée, c'est de créer vraiment un réseau qui soit opérationnel et qui permette à tout le monde de sortir un peu de l'isolement qu'on peut avoir des fois dans nos structures. Bon, maintenant action. Allez, feu. C'est sur ce fossé-là qu'on veut créer une mare. L'idée, c'est de faire un bouchon avec du coup le double objectif de maintenir le plus possible l'eau dans le fossé et du coup d'humidifier un maximum la prairie. Il y a un premier travail où il faut sortir toute la végétation, il faut le mettre à nu. Donc on se disait, 6 personnes qui sont sur de l'abattage, élagage, débroussaillage. Non mais c'est bien, il y a 2-3 trucs qu'on peut prélever ici. On a de la menthe aquatique là qu'on voit en fleurs. On a aussi de la pulicaire. On va ramasser les massettes là qu'on voit en éventail.
Les iris aussi, donc là on va tenter à la fois de prendre le rhizome, mais comme ça en graines aussi en ce moment, on va tenter de semer les graines. On a d'Assalicaire aussi là qui est en mauve. Du lycope. C'est typique des zones humides. Il y a des carex qu'on n'a pas parlé. On a aussi le patoir chanvrine qui est derrière Célia, voilà, qui est pareil bientôt en graines aussi. Ici, donc ils ont réussi à pousser, donc si on les transplante de quelques dizaines de mètres, on a vraiment une très bonne chance pour que ça se développe. Et on limite les risques. Si on emporte des invasives, en 1 an ou 2, on peut détruire tout le biotope récepteur. Et donc, et le top, ça serait une botte de pouvoir juste l'ouvrir et l'étaler un petit peu, tu vois, que ça fasse un tas. Ça, c'est des sites de ponte. Et en plus, ça peut servir à d'autres bestioles. Eh Christophe, c'est vrai que vous avez bien fait de venir. Guillaume, il nous a apporté une vision sur tout ce qui est amphibien, et des choses auxquelles le Seine n'a pas forcément creusé et que nous, on peut effectivement exploiter, rajouter, quoi. Et en termes d'aménagement. D'aménagement Ouais, et de com aussi. Ouais. De com. Ah, Comme d'accord. d'animation. Tiens, attrape ce bout. Il faudrait la raccourcir. Bon, mais là, super. En fait, on va faire remonter un petit peu la nappe dans toute la zone en faisant un seuil. Donc là, on va avoir de l'eau qui va stagner un petit peu, ou en tout cas qui restera plus longtemps dans le fossé et qui permettra au sol de se drainer moins vite. Voilà. L'objectif, c'est de créer une mare pour essayer de favoriser l'implantation des espèces, des insectes, notamment l'agrillon du mercure. C'est une petite libellule qui est protégée. Oui. Voilà. Oui, qui est menacée au niveau européen et qui est Toutes présente ces ici. petites bestioles, ce serait bien qu'elles soient toutes protégées, parce que ça peut même faire venir des grenouilles, ça. Voilà. Voilà, les insectes aquatiques, les batraciens, donc grenouilles. Tritons, reptiles, Voilà. couleuvres à collier. Déjà d'avoir laissé le lieu s'apaiser, c'est vrai qu'on a revu des libellules, mais les batraciens, les grenouilles, etc. et les échassiers sont revenus aussi. Oui. Allez, on va laisser poser. Merci beaucoup. Ouais, merci pour la journée aussi. Ben non, mais merci pour le coup de main. Et si on y remettait des bétails, il se passerait quoi? Parce que la question nous trottait à un moment donné, là, de voir si on ne pouvait pas mettre 3 ou 4 moutons dans des endroits communaux. 3-4 moutons là-dessus, c'est pas suffisant. Quoi. Voilà, c'est bien, hein, mais ça ne tiendra pas la prairie. Hein. En tout cas, ça serait super bien pour le frêne. Ouais. Du coup, Donc en tout cas, à minima, c'est pas interdit, quoi. Oh, non. Non, c'est pas... Une collectivité va aider pour faire un truc comme ça, vu les moyens qu'elle a, elle va pas le faire. Non, nous, le village, on ne peut pas. Voilà, mais bon, on parle bien du syndicat, il y a les outils qu'il faut, il y a les moyens humains et techniques, et puis il y a la volonté philosophique maintenant. Et je pense qu'elle est de mieux en mieux comprise par les populations, y compris les populations rurales et les agriculteurs. Les choses évoluent, et l'agriculture aussi, Dieu merci, quoi. On est sur un site que le conseil départemental aide financièrement dans la restauration et la gestion. C'est des actions qui sont financées à 80% mutuellement. Donc voilà, c'est très incitatif. L'agence de l'eau met vraiment l'accent là-dessus parce que ce sont des milieux qui sont importants de protéger, qui ont une réelle fonctionnalité pour la ressource en eau. Seulement, c'est peu de choses par rapport aux besoins d'une vallée, de tout un réseau hydrographique. Ah oui, malheureusement, oui. C'est vrai que c'est très peu, Mais bon, il faut commencer quelque part et puis se dire que tout ce qui reste, c'est à moins à préserver parce que si ça vient à disparaître, ça fera encore plus de ressources à créer, à recréer par ailleurs, et avec des infrastructures qui coûtent cher. Et c'est une infrastructure naturelle qui rend des services gratuitement, Plus en valeur d'expérimentation, d'apprentissage, de connaissances. Ah oui, par contre, voilà. Et peut-être d'exemples. Tout à fait. On peut l'espérer. Ah ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui nous reste? Les iris. Il reste des iris et puis après on va semer les iris. L'inventaire des zones humides dans le département a montré on a 3000 hectares à peu près, je dis très rapidement. Quasiment la moitié sont des zones en déshérence, soit boisées, mais des boisements naturels, de peu de valeur. Voilà, on peut considérer qu'on a 1000-1500 hectares de zones humides sur lesquelles on peut faire de la restauration fonctionnelle de ces zones-là sans porter préjudice à aux activités économiques locales. Petit à petit, les collectivités elles ont le temps pour elles. On peut avoir une vision sur le long terme et l'idée elle est là. Ce qu'on a fait ici, dans des zones boisées, on pourrait le faire sans que ça gêne personne. Par contre, du coup, on aura des crues qui seront un peu moins violentes à l'aval, on aura de l'eau qui dure, au lieu que le ruisseau ça sèche au 15 juin, peut-être qu'il séchera que le 30 juin. On vient grossir l'éponge. Voilà. Voilà.
Bon bah c'est bien là. C'est plutôt pas mal, ouais, j'ai envie de dire. Vivement le printemps. La pluie. La pluie et le printemps. Ouais.